De manière générale, quand le mot orientalisme est utilisé, il décrit des savoirs et des professeurs qui les détiennent, qui auraient les capacités de définition de ce que serait la culture d'un pays extra-occidental. Par déclinaison, les œuvres d'artistes, d'écrivains ou de toute production symbolique diffusant les schématisations issues de ces spécialistes seraient eux aussi appelés orientalisants ou orientalistes. Ce mot, depuis Edward Said et son livre L'orientalisme, a commencé à être connoté de manière négative, du fait des effets secondaires terribles que produisent ces représentations sur les réalités qu'elles sont censées décrire. Néanmoins, il existait des individualités très variées au sein des orientalistes, et Raymond Schwab me semble avoir un profil particulier dans ce domaine. Dans son cas, il me semble que sa propre expérience de vie influençait grandement son écriture et son propos. De manière atypique, cet auteur n'est pas un savant ou un universitaire. Il n'en a d'ailleurs pas la rhétorique. Son livre ne possède pas le style académique avec des notes cohérentes et une construction précise. Il avait tenté au début du XXe siècle d'écrire de la poésie, sans grand succès, et il a travaillé comme conseiller pour un député. Il était d'origine juive et s'est converti au catholicisme. Durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation allemande, il a été obligé de cesser sa profession à cause de ses origines et malgré sa conversion. Enfin, dans les années 1950, il a écrit une histoire de l'orientalisme. C'était peut-être la première expérience du genre. En cela, c'est un des modèles d'Edward Said, il le cite à de multiples reprises dans son livre L'orientalisme, et il a d'ailleurs traduit ce livre en anglais. Le titre de son livre, La Renaissance orientale, m'a été très évocateur. Je ne savais pas pour quelle raison exactement, et je pouvais supposer que l'ouvrage énoncerait des éléments décrivant les fantasmes des représentations positives de certaines cultures extra-occidentales. En ce qui concerne les cultures appelées asiatiques, il me semble évident qu'elles suscitent une attirance, que ce soit pour une prétendue sagesse, une romantique spiritualité, un raffinement spécifique ou pour bien d'autres choses encore. En général, les amoureux de ces contrées éloignées ne sont pas en mesure de décrire les doctrines exactes auxquelles correspondraient leurs attentes. Ce fantasme de l'Asie ou de l'Extrême-Orient me semble aussi flou qu'insaisissable. Le livre Renaissance orientale m'a donné des indications sur le contexte historique qui a vu émerger cette attirance sans limite. Raymond Schwab nous indique que le nom qu'il a choisi pour son livre est le titre qu'a donné Edward Quinet à l'un des chapitres de son livre Le génie des religions en 1841. Intéressons-nous d'abord à cet ouvrage du XIXe siècle avant de rentrer plus en amont dans notre sujet. Dans l'avertissement introductif, Edward Quinet nous informe que son ouvrage, je cite, comprend les cultes de l'Orient dans leur rapport avec ceux de la Grèce. C'est en quelque manière toute la tradition de l'Antiquité depuis le christianisme. Sujet qui allie une stricte unité à une variété presque infinie. Comme beaucoup d'auteurs au XIXe siècle, Edgar Quinet suppose une unité de la religion commune à l'ensemble de l'humanité. Il existerait quelque chose comme une religion naturelle qui engloberait toutes les religions qui sont pourtant concrètement très différentes. Par cette théorie englobante de l'humanité, les religions orientales seraient équivalentes aux religions antiques, celles d'avant les révélations des monothéistes, c'est-à-dire en particulier pour Edgar Quinet, le christianisme, qui serait le modèle canonique permettant des comparaisons. Mais comment pourrait-on atteindre une quelconque compréhension de ces religions qui sont soit éloignées, soit éteintes depuis longtemps ? La méthode d'Edgar Quinet consisterait à, je cite, pouvoir pour un moment retrouver en soi-même le fond encore vivant de leur croyance. Son livre, Le génie des religions, propose en guise de préalable à la compréhension des différentes religions une introspection en soi-même pour y trouver une spiritualité orientale et pré-chrétienne. Dès lors, il est simple de saisir la conclusion dans ce type de pensée. Toutes les religions ne seraient finalement que des formes plus ou moins proches d'un christianisme primitif. Cette méthode répandue au XIXe siècle impliquerait d'utiliser la notion d'intériorité, celle qui a été façonnée par les pères de l'Église chrétienne. Évidemment, en utilisant une construction psychologique héritée du christianisme, en l'occurrence l'intériorité, comment ne pas dès lors ne pas revisiter toutes ces religions comme étant quasi-chrétiennes ? Le chapitre qu'Edgar Quinet a nommé « La Renaissance orientale », ce titre qui a inspiré Raymond Schwab, prône l'unisson de l'Europe et de l'Asie. Ici, le mot Asie est à prendre en un sens très large, peut-être comme synonyme d'Orient. Voici une citation du livre pour illustrer ce propos. La mélancolie des lacs d'Écosse est voilée à travers ses paupières, sous lesquelles se reflète l'azur de la mer de l'Atlas, et le christianisme bat dans ses cœurs musulmans.
La Renaissance orientale au XIXe siècle serait la grande promesse d'une nouvelle humanité, vibrant à l'unisson. Par-delà la diversité des habitants de la Terre, apparaîtrait une spiritualité humaine commune qui serait proche du christianisme, mais aussi qui se déploierait sous la forme de toutes les religions, en tout cas d'après Edgar Quinet. J'en reviens à l'ouvrage de Raymond Schwab. Il nous annonce dès le début de son livre que cette Renaissance orientale serait un terme familier dans les milieux romantiques du XIXe siècle, et qu'il s'agirait en réalité d'une deuxième Renaissance qui serait opposée à la première. Ainsi, si au XVe siècle sont redécouverts les manuscrits grecs qui ont permis la construction d'un humanisme européen au travers du reflet grec, il y aurait un événement de même ampleur lors de l'arrivée de la traduction des textes en sanskrit à la fin du XVIIIe siècle. De même, si la première Renaissance qui a eu lieu dans les pays latins a produit une révolution scientifique qui se serait déployée jusqu'au XVIIIe siècle sous une forme amenant petit à petit au jugement de type sujet-objet, la seconde Renaissance se déroulera en Allemagne et utilisera le panthéisme oriental afin de revigorer la spiritualité présente en Europe en une forme de christianisme originel, ou en une Grèce polythéiste, ou encore en une religion de la nature. Toutes ces variations seraient évidemment teintées de notions pré-chrétiennes. Que cette seconde Renaissance se serait déroulée sur le territoire allemand, et à cette période précise, ce ne serait absolument pas anodin. C'était en effet à ce moment que l'Allemagne s'inventait en tant qu'État-nation, que ses savants trouvaient des méthodes pour constituer, parfois de zéro, des identités nationales, en instituant une âme venant d'un peuple, tout en s'opposant au modèle français qui le dominait jusqu'alors. C'était dans la période de l'invention d'une culture non classique, de l'invention d'une langue allemande, de l'élaboration d'une poésie particulière, et de la spéculation d'une origine qui serait propre à la germanité, que serait intervenu ce miroir de l'Orient. Le grand initiateur de cette dynamique d'une constitution nationale et culturelle des peuples serait Johann Gottfried von Herder. Son grand ouvrage en 3 tomes, Idées sur la philosophie de l'histoire, a été traduit en français par Edgar Quinet, encore lui, et il croit y percevoir, je cite l'introduction du traducteur, que sa métaphysique est aussi bien que sa poésie d'origine orientale. Ainsi, d'après ce traducteur et commentateur du XIXe siècle, les a priori du plus grand penseur de ce que serait l'esprit du peuple allemand auraient quelque chose à voir avec une origine extra-occidentale. En suivant Raymond Schwab, les frères Schlegel, mais aussi Hegel, tous dignes successeurs de Herder, penseraient comme lui que l'Europe doit tout aux invasions barbares, et que son origine première ne serait pas le monde gréco-latin, mais bien des peuplades venant de l'Est. Dès lors, les Français ne seraient plus les détenteurs de la civilisation, mais juste un peuple de francs coquins. Il se serait produit, durant cette période de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, un renversement de valeurs. Ce ne serait plus le plus raisonnable qui a été valorisé, mais le primitif, cela avec comme point d'appui une culture extérieure servant de contre-modèle au classicisme. De cette sorte, l'Orient aurait été une entité permettant de produire une opposition classicisme dans une dynamique proche de celle qui a revalorisé un Moyen-Âge contre la période renaissante qui était éprise de culture gréco-latine. Orient, gothique ou Moyen-Âge, ce type de notion me semble relativement interchangeable dans ce premier romantisme, au moins en tant que contre-modèle au classicisme. Comme le dit bien Raymond Schwab sur la querelle des anciens et des modernes, je le cite, : Elle m'apparaît comme un nouvel épisode où désormais le sens des 2 termes se renverse, le moderne faisant cause commune avec l'archaïque par l'entremise de l'oriental. Concernant la notion de goût, cette renaissance orientale amènerait, je cite, : une notion d'art précurseur associée à celle de titre authentique. L'idée de pouvoir approcher une authenticité, en dehors de la préciosité ou de la rationalité du style français ou grec, revêtirait, d'après Raymond Schwab, d'une dynamique qui serait orientale. Si je prends un texte de jeunesse de Goethe, l'architecture allemande, datant de 1772, avec cet exemple, je peux sentir à quel point la notion d'authenticité en art, différente du classicisme, serait médiatisée par la figure d'une altérité. Je cite, : C'est ainsi que le sauvage en vient à façonner ses noix de coco, ses plumes et son corps de traits extravagants, de figures horribles, de couleurs criardes. Et même si cette imagerie se composait de formes les plus arbitraires, elle serait néanmoins harmonieuse, car elle a été créée comme totalité caractéristique par l'unité d'une sensibilité. Cet art caractéristique est le seul art véritable. Lorsqu'il agit à travers un sentiment intime, uni, personnel et autonome, ne tenant aucun compte de tout ce qui lui est étranger, l'ignorant même, il constitue un art vivant et formant une totalité, peu importe qu'il soit né d'une âpre sauvagerie ou d'une sensibilité cultivée. Dans ce texte de Goethe,
le goût sauvage permettrait un art véritable au moins égal au goût cultivé. Ce n'est qu'un texte de jeunesse, je crois que Goethe revalorisera le monde antique plus tard, mais il me semble qu'il présente dans ce petit texte l'ambiance propre à cette époque. À suivre Raymond Schwab, la modernité européenne du point de vue culturel, et particulièrement la dynamique de la construction de la culture allemande, aurait eu comme moteur une médiation par la figure de l'Orient. Raymond Schwab nous décrit un rapport positif à la figure de l'autre, un rapport rempli de respect et de fascination, qui a été initié par les romantiques. Dans ce contexte allemand, en parlant de l'Orient, il s'agissait particulièrement de l'Inde, du brahmanisme, de l'hindouisme ancien. Il est néanmoins probable que l'objet de leurs intérêts et de leurs spéculations n'existait pas en une réalité concrète. Il y a eu si peu de traductions de textes sanscrits, textes qui, rappelons-le, étaient écrits dans une langue morte, reconstituée par quelques savants en laboratoire. Comme dans un prodigieux hasard, ces textes, dans la manière dont ils étaient traduits, correspondraient parfaitement à ce que les romantiques et les idéalistes allemands cherchaient alors, une forme de néoplatonisme emparenté avec un spiritualisme chrétien. Il y a de telles similitudes entre ces vieilles langues reconstruites et la langue allemande naissante que l'on peut imaginer l'ampleur des glissements et des réappropriements en cette fin du XVIIIe et en ce début du XIXe siècle. Par exemple, toujours en suivant le livre de Raymond Schwab, je peux noter que l'écrivain Joseph Goebbels a écrit que la langue germanique, je cite, « semble puiser immédiatement aux sources de la parole orientale ». Ou encore que l'Allemagne est, je cite, une sorte d'Orient chrétien, une Asie dans l'Europe. Ou enfin, je cite, la poésie persane émeut le cœur de l'Allemagne, comme par le souvenir d'une seconde patrie. Raymond Schwab nous expliquerait aussi que cette compréhension allemande pour l'Orient ne serait pas partagée en profondeur par les Français. L'importation du romantisme qui a été menée plus tard en France y serait produite superficiellement et serait uniquement stylistique. Selon l'auteur de la Renaissance orientale, cette superficialité serait la raison du succès de Baudelaire et des poètes parisiens. Les textes produits en France seraient plus faciles à consommer en simple esthète, sans entrer dans les couches fondamentales d'un romantisme tel que celui pratiqué par les poètes allemands. En suivant Raymond Schwab sur les inventions et les valorisations des romantiques, à la différence de l'analyse d'Edward Said, il n'y aurait pas eu de rapport de domination dans cette qualification d'une altérité orientale. D'une certaine manière, l'autre serait à trouver en soi-même. Il y aurait même une certaine porosité, grâce à l'universalité supposée du genre humain face à l'expérience religieuse. À la différence de la France et de l'Allemagne, chez lesquelles Edward Said a activement analysé les discours orientalistes, l'Allemagne n'a pas constitué un empire colonial d'une grande puissance. Visiblement au début du XIXe siècle, la question qui se posait était plutôt celle de l'identité allemande et de sa défense contre le voisin français, mais non encore celle de l'impérialisme ou de la colonisation. Le rapport à l'altérité, lors de cette renaissance orientale, aurait suivi la voie de l'identification plutôt que celle de la domination. En produisant des analogies toutes subjectives par rapport à mes expériences et mes connaissances sur le Japon, je pourrais dire que si ce que décrit Raymond Schwab est vrai, je peux facilement imaginer que les Japonais à la fin du XIXe siècle ont trouvé en l'Allemagne un compagnon plus attentif que les autres pays européens, disons plus en phase. Au tournant des années 1880 au Japon, les apportations des domaines occidentaux des sciences, des épistémologies, de l'art et des nombreuses sections universitaires sont grandement influencées par l'idéalisme allemand. Au niveau de l'esthétique, le romantisme a connu un grand succès, cela jusqu'à aujourd'hui, et a été l'objet d'une incorporation japonaise très profonde. Je peux supposer, peut-être à tort d'ailleurs, qu'avec l'Allemagne, il y avait une place positive à occuper pour les Japonais, peut-être celle de l'oriental spirituel. Il me semble évident que cela devait être plus valorisant que les analogies animalières sur le fait d'être des copieurs de l'Occident, ce type d'énoncé étant répété en boucle par les protagonistes d'autres pays. Mais ce livre décrivant cette renaissance orientale ne s'arrête pas à un constat de douce fascination qui serait celle d'une altérité en vue d'un soi originaire. Il présente aussi l'envers de cette renaissance, son échec, son péril, sa désastreuse catastrophe avec l'histoire s'écrivant. Je pourrais dire que cette rencontre au sommet, telle que la décrivaient les romantiques, a quelque peu déraillé. Non pas qu'il y a eu une mésentente entre Orient et Occident, puisque le second était un objet fantasmé du premier, émergé de l'oubli et réinventé pour l'occasion. Mais c'est bien l'Europe et ses sciences qui ont grandement spéculé sur ce que devrait être l'essence des peuples et des hommes, et qui ont fini par décharger leurs analyses de tout phénomène concret, afin de valider des dynamiques idéologiques
menant à une guerre totale entre les peuples et les nations. Les langues de l'Europe avaient alors été considérées comme héritières du sanskrit, cela en raison d'invasions barbares en des temps reculés. L'Allemagne serait directement héritière d'une langue plus ancienne que le latin ou le grec, et cette langue serait en relation avec la spécificité de son peuple et de sa nation. Cette antériorité serait une source d'originalité et de fierté dans une comparaison, une compétition avec un pays comme la France. La langue la plus pure serait l'allemand, elle exprimerait le plus richement le monde. Raymond Schwab nous explique que, je cite, « Fichte partant en guerre contre la langue du classicisme français, au temps de Schlegel et Hegel, 100 ans après Leibniz, voit-on bien par quel lien la propagande linguistique entraîne la spiritualité dans une menée politique où il s'agit de reprendre au latin la première renaissance en s'appropriant un certain Orient. » Pour les orientalistes allemands, il y aurait une parenté évidente entre les peuples de l'Asie et de la Germanie. Et d'après Raymond Schwab, c'est Julius Klaproth qui franchit le premier le Rubicon. Je le cite. En 1823, Klaproth adjude froidement à sa patrie l'indo-européen en l'appelant indo-germanique. Là commence une singulière aventure qui devait mener loin l'Europe et la civilisation. Cet escamotage verbal aurait ouvert le chemin à une transposition sur le droit de la race et du sang. Une dangereuse confusion débuterait alors entre les faits linguistiques et les théories ethniques. Arthur de Gobineau, en 1853, n'aurait fait qu'objectiver de manière pseudo-scientifique cette insinuation ethnique dans son terrible ouvrage de l'inégalité des races. Pour Raymond Schwab, je cite, Gobineau fait entrer les instruments de l'orientalisme dans l'arsenal des propagandes ethniques. L'idée d'une spécificité, d'une pureté aryenne et de sa supériorité ethnique allait commencer à faire des ravages en utilisant la figure tronquée d'un Orient originel. Je cite encore notre auteur, qui, je le précise, a écrit ce passage après la Deuxième Guerre mondiale. Obstination à exalter la race, comme toujours pour la venger d'une humiliation ancestrale. L'arianisme ressemble à une déformation locale de l'histoire-poésie. Du rêve y est appelé à régir la vie collective. De là, cette allure somnambulique du monde raciste, ordre dicté dans la transe et qui ont installé la transe, victime attendant si on ne va pas se réveiller du cauchemar. Meneur hagard qui, dopé ou stupéfié, se multiplie en démarches furtives et fulgurantes, nocturnes et machinales. La notion même d'état devenant une chose mécaniquement foisonnante, en rouages rattrapés par de nouveaux rouages, et dont les servants sont de plus en plus l'apprenti sorcier. Cette renaissance orientale, par la figure de l'altérité, commencerait par une redécouverte qui serait tout autant une reconstruction. La valorisation de l'autre serait à la fois sa reconnaissance et ma reconnaissance. Une poétisation, une esthétisation, mais aussi une systématisation, une scientifisation qui déborderait de son domaine initial jusqu'à devenir l'apprenti sorcier, ce savant fou qui a plongé l'histoire dans l'extermination de l'autre. C'est un parcours assez effrayant que nous fait vivre ce livre. Il n'y a certes pas cette thématique de la domination coloniale qui a régi la relation Occident-Orient comme chez Edward Said, mais l'itinéraire proposé est tout aussi terrible. Je me demande à quel point le romantisme, la modernité, le primitivisme cachent des soubassements de violence et de compétition concernant l'originalité ou la pureté. De cela, il est difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, mais il faut admettre que nous sommes tellement baignés dans cet héritage. Même un auteur fabuleux comme Nietzsche, qui met en doute toute notion de vérité ou d'identité, n'est pas hors de la folie de son siècle. Il est évident que son Zarathustra, s'il veut dépasser le christianisme, possède un nom à consonance orientale. Son Dionysos a quelque chose en lui de très peu civilisé. En évoquant sa figure, parle-t-il de la naissance de la tragédie grecque, ou plutôt évoque-t-il la naissance d'un romantisme moderne et d'une fascination orientaliste? Il en devient délicat pour moi de proposer une quelconque réponse. Pour finir, je reviens à cette question de la supposée position privilégiée pour appréhender la culture d'un autre. Que nous sommes construits psychologiquement et historiquement, c'est l'évidence. Jusqu'à quel niveau nous reste-t-il des traces de tous ces déterminismes? Peut-on remonter en soi-même jusqu'à une compréhension de ce qui précédait? N'est-ce pas une simple fiction d'amour-propre, un postulat narcissique, que de se donner le sentiment de comprendre l'autre pour se comprendre soi-même? Pour ma part, étant né en Alsace, c'est-à-dire que je ne serais ni tout à fait français ni tout à fait allemand, mais avec un réel refoulement du second pour des raisons historiques évidentes, j'ai l'impression d'être extrêmement sensible à l'opposition du classicisme et du romantisme, comme s'il y avait sur ce point quelque chose d'une contradiction indépassable que je porterais en moi-même. Étonnamment, en vivant au Japon, je dois avouer que j'appréhende une tension assez similaire dans un contexte qui n'a pourtant rien à voir, mais qui est comme transposé, avec, je dois le dire, non moins de contradictions.
Les correspondances entre la construction identitaire allemande et la modernisation de la culture japonaise sont passionnantes, mais aussi délicates car elles reposent souvent sur des éléments contre-intuitifs. Le livre de Raymond Schwab possède une qualité. Il pose les préalables au XVIIIe-XIXe siècle à une rencontre avec ce qui a été appelé alors Orient, à la croyance romantique d'une fusion avec l'origine, mais aussi au détournement idéologique de ce même fantasme. Un mode de représentation d'une relation aux cultures extra-occidentales est des plus complexes à déterminer. Il suit les questions identitaires propres aux périodes historiques dans lesquelles ils sont formulés. Cette route est encore longue et semée d'embûches.